Oui, je suis d'accord. Beaucoup d'entre vous n'êtes peut-être pas nés, c'est davantage du wishful thinking qu'une véritable information. Car nous espérons, à travers Bismart, briser cette fatalité qui n'amène que des quinquas et postes devant la télévision. Voilà. Bon, voilà. Après, vous la consommez évidemment comme vous voulez et beaucoup moins devant la télévision qu'à travers les replays et à travers les podcasts. Bertrand Martineau est avec nous. Salut Bertrand. Bonjour. Conseiller emploi donc de l'Institut Montaigne. Emmanuel Barbara. Salut Emmanuel, avocat, spécialiste de l'ensemble de ces questions de travail et d'emploi au cabinet Auguste Debouzy. Je commence avec toi Bertrand. C'est un thème dont on a parlé pendant toute l'année pratiquement ensemble sur les records d'emploi. À chaque fois d'ailleurs on se disait oui d'accord mais c'est peut-être le dernier. Et à chaque fois le dernier était suivi en fait d'un nouveau record. La question donc personne n'arrive vraiment à s'en réjouir parce qu'en fait tout le monde vit ses records sans une croissance comparable à ce qu'avait été avant la croissance qui permettait de telles créations d'emplois. Tout le monde vit ses records sans croissance comme une dégradation de l'emploi, comme de mauvais emplois. On met ça en face de la baisse de la productivité. Enfin, et donc finalement, on est presque à accueillir ça comme une mauvaise nouvelle. Comment est-ce que tu regardes ce paradoxe de l'emploi ? Déjà, c'est parce que le climat général est plutôt tristouné et on voit tout de manière... ouais, on n'arrive pas à se réjouir d'une manière générale. On n'arrive pas à se réjouir. Or, effectivement, l'emploi et la baisse du chômage, c'est quand même une des vraies bonnes nouvelles des dernières années. On n'en a pas tant que ça, finalement, sur le front économique et social. Ça, c'est une vraie, très bonne nouvelle, totalement incontestable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, le fait qu'on n'arrive pas bien à l'expliquer ne veut pas dire que c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Bon, donc... Mais on n'arrive pas bien à l'expliquer, tu le confirmes quand même ? Oui, non, il n'y a rien à faire, il y a un vrai problème. Alors, par ailleurs, il ne s'agit pas de petits boulots, enfin, c'est pas méprisant ce que je dis, mais enfin, c'est pas des petits boulots précaires à temps partiel subis. C'est majoritairement, c'est du CDI, on ne le dit pas assez, mais on a des créations d'emplois records en CDI. On a aussi des créations d'emplois records en matière d'auto-entrepreneurs. C'est pas dit assez, mais c'est pas forcément des petits boulots, c'est aussi des emplois qui sont autoportés. Donc dans tous les compartiments du jeu, on peut regarder, on a une baisse du temps partiel subi, aussi, la proportion de temps partiel subi. On peut regarder les choses de tous les côtés, taux d'activité, taux d'emploi, taux de chômage, création d'emplois. Eh bien, c'est pas les contrats aidés qui expliquent non plus, puisqu'on a historiquement, on a un niveau de contrats aidés historiquement faible. Un peu plus d'apprentissage, enfin un peu plus, beaucoup plus d'apprentissage, donc ça assez clairement. Oui, mais corrigeons même de l'effet d'apprentissage. Ouais. L'apprentissage, l'explosion de l'apprentissage, c'est très bien, mais d'un point de vue statistique, c'est un peu artificiel quand même, parce qu'on transforme des étudiants qui étaient hors de la population active, ces mêmes étudiants... Par la magie de l'apprentissage, ils rentrent dans la population active et ils ont un emploi. D'accord, mais c'est sur le record du taux d'activité que ça joue. Parce qu'à la fin, c'est ça quand même, c'est le taux d'activité. Le taux d'emploi aussi. Les taux d'emploi, mais taux d'activité, jamais vu depuis 75, c'est ça. Ce qui est fabuleux, c'est que donc, il faut regarder les trois variables. On a des records sur le taux d'emploi et taux d'activité. On est très bas sur le chômage, alors très bas pour un standard français, évidemment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il faut bien mettre en rapport la baisse du chômage avec la hausse du taux d'activité. C'est-à-dire que cette baisse du chômage, c'est de la bonne baisse du chômage. C'est pas des gens qui se retirent du marché du travail. Non, c'est des jeunes qui travaillent en plus. C'est des seniors, on le dira jamais assez, mais qui travaillent de plus en plus. Merci les réformes des retraites successives. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Voilà. Et donc, mais c'est très important ce que tu viens de dire, Bertrand, comme toujours d'ailleurs. Mais non, parce que tu entends, et ça c'est une confusion terrible dont on n'arrive pas à sortir, la confusion entre les chiffres de Pôle emploi et les chiffres de l'INSEE. La confusion entre le taux de chômage, c'est 7%, c'est le taux de chômage mesuré par l'INSEE au titre du Bureau international du travail. Oui. C'est pas les chiffres de Pôle emploi qui obéissent à des règles précises, qui sont celles de Pôle emploi, qui seront administratives, qui seront celles de France Travail. Et donc on dit, oui, mais il y a une augmentation de radiation. Ça n'a rien à voir. Non, voilà. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et bon, accessoirement, il n'y a pas une politique. Ça fait quand même 20 ans qu'on explique que Pôle emploi radie, etc. Mais pour que ça marche, il faudrait radier de plus en plus. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ce serait pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le taux de chômage INSEE est complètement, de toute façon, immunisé contre les variations administratives et les catégories et les changements de catégories administratives. Donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Hein. Donc on peut effectivement se réjouir largement. Et donc ça veut dire
dire, à ton avis, est-ce qu'on est sur un mouvement durable, c'est-à-dire ce socle de 7% qu'on avait atteint, je crois, à l'époque Jean-Louis Borloo, si ma mémoire est bonne, avant de remonter ensuite. 2004, oui. Est-ce que ce socle-là est solide maintenant et qu'on est rentré en fait dans une nouvelle phase de rapport au travail, d'inversion, on en parle beaucoup, du rapport de force entre le candidat et le recruteur. Là, on est sur quelque chose de solide, peut-être. Alors, moi, je me garderais bien de faire des prévisions là-dessus. Il y a une chose qui est solide, c'est l'évolution démographique. Ouais. Bon, l'évolution démographique, ça fait depuis les années 70 qu'il y a des économistes qui expliquent qu'il va y avoir un ralentissement démographique, que la population active va diminuer, enfin stagner ou diminuer, et que ça va résorber les problèmes du chômage. Et on a eu toujours de bonnes nouvelles sur le front démographique, donc sur la population active, qui a continué à croître contre toute prévision de tous les experts. Voilà. Il semblerait que cette fois-ci, le ralentissement de la population active, voire sa diminution, les baby-boomers ne sont pas éternels, quand même, malgré les réformes de retraite. Ça semble inscrit. Donc la tendance démographique... À un moment, nous allons disparaître. La tendance démographique est claire. Donc il y a une bonne nouvelle, c'est que ça fait effectivement des tensions sur le marché du travail, donc c'est bon pour les salariés en place. La mauvaise nouvelle, c'est que la faible croissance de la population active, voire sa diminution, eh bien, c'est un ralentissement de la croissance. C'est peut-être, beaucoup d'études économiques montrent que c'est aussi une diminution de l'innovation, donc de la productivité. Et donc, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Voilà. Donc, plutôt une bonne nouvelle sur le marché du travail. L'IA arrive. Et plutôt une mauvaise sur la croissance de l'économie. GPT arrive pour soutenir la croissance. Emmanuel, comment est-ce que tu vois tout ça ? Ce que je trouve intéressant dans ce que vient de rappeler et qu'on n'entend pas assez, Bertrand, c'est que, en effet, on nage dans des bonnes nouvelles s'agissant de ce point précis et qui constituait le sujet numéro 1 des Français dans tous les sondages, tous les 6 mois, jusqu'à il y a justement ces 2 dernières années. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, donc j'en viens au point que je voulais simplement ajouter de manière fort modeste, c'est que ce sujet donc est devenu rapatrié au 5e, 6e ou 7e sujet d'intérêt des Français. Mais il est tellement descendu bas, ce sujet, qu'on l'a vite remplacé par un autre, anxiogène, c'est-à-dire l'univers de souffrance que le travail impliquerait, ou la qualité, ou les conditions de travail, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se dire, bon, on a un boulot qui n'est pas nécessairement le plus précaire d'entre eux, etc. etc. C'est-à-dire que il faut absolument qu'on ait des choses négatives à dire. C'est quand même un comble. Et pardon, je fais un peu psychologie de comptoir, mais quand même, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à se réjouir. Je veux dire, cette conversation que nous avons en 2018, si on avait pu la tenir, on se serait les mêmes en train de se lamenter en disant, hélas, oui, le chômage, alors on en a quelques, oui, mais des plans sociaux. Bref, jamais on arrête. On s'arrête 2 secondes pour dire, c'est quand même pas mal en fait, parce que mes enfants, ils ont un boulot, ils ont des idées. Et puis alors, dans tous ces chiffres que vient de rappeler Bertrand, la place de cette espèce de vague entrepreneuriale et qu'on peut éventuellement même vouloir absolument taguer de ceci n'est qu'une... Tu parles de quoi, auto-entrepreneur ? De la plateforme et de l'auto-entrepreneur. Ouais. Oui, mais c'est quand même un signe parce que parmi eux, parmi ces emplois, ces activités, il y a un nombre considérable de gens qui ensuite créent des vraies entreprises. En fait. Mais enfin, la moitié ne feront pas de chiffre d'affaires. Non, mais... la moitié ne feront pas de chiffre d'affaires. Donc la moitié, c'est la bouteille à moitié vide. Eh bien, ça donne une bouteille à moitié pleine pour d'autres. On est d'accord. Peuvent saisir dans le fond, des opportunités qu'ils n'auraient pas autrement. Mais c'est peut-être le signe de ce devant quoi on va être maintenant. C'est-à-dire, il y a une forme de socle là. Ça, c'est une discussion qu'on avait il y a quelques années sur alors, le niveau de plein emploi en France. Alors, c'est quoi le plein emploi 3%, 4%, 5%, 7%. Je crois que c'est Patrick Artus qui avait dit à un moment que c'était autour de 7-8%. Donc, on serait dessus. Et tu crois qu'on est dessus aussi, Bertrand, toi ? Oui, enfin moi j'aurais tendance à penser que ça va être très compliqué de passer vraiment en dessous de 7, d'autant plus que le miracle de création d'emplois à croissance faible va quand même à un moment s'étioler. Ouais. Parce que, c'est ce qu'on en a déjà parlé de la question de la productivité. Si la baisse de la productivité est transitoire, c'est pas grave. C'est juste qu'à croissance donnée, on crée plus d'emplois, c'est bien. Si la productivité s'affaiblit, et là elle est même en territoire négatif, depuis 2019 en moyenne, si la productivité diminue, là, c'est pas bon.
Donc il faut voir Absolument. Bon, donc tout ça pour dire que... Juste, attends. Ce qui va se passer... Non, mais le problème, c'est qu'on ne va pas éternellement, donc sauf à ce que la productivité diminue, mais là, on va s'appauvrir, ça va être dramatique, sauf à ce que la productivité diminue, on ne va pas pouvoir continuer à être sur ce rythme de création d'emplois avec ce niveau de croissance. Ouais. Or, les perspectives de croissance sur les 2-3 prochaines années sont quand même pas extraordinaires. On est d'accord. Donc la meilleure prévision qu'on peut faire, c'est que les créations d'emplois vont finir... C'est pas un souhait, évidemment, mais vont finir par se ralentir fortement, que le miracle va cesser, et donc que le chômage va arrêter de baisser, ou en tout cas ne va pas franchir un plancher à 6% ou 5%. Il y a sans doute des éléments intéressants du côté du bâtiment à suivre. On a ce ralentissement structurel profond du secteur du bâtiment. On sait qu'il y a les difficultés de recrutement sont considérables. Donc on va voir là le comportement des chefs d'entreprise. Est-ce que les chefs d'entreprise vont maintenir coûte que coûte leurs effectifs salariés en attendant un redémarrage cyclique forcément qui viendra, c'est la force du bâtiment, oui. Ou est-ce que, parce qu'ils savent que derrière ils ne retrouveront pas leurs gars, ou est-ce qu'ils vont licencier à mesure que leur carnet de commandes se vide? Ça va être très, très intéressant à suivre. Jusqu'à présent, le comportement des entreprises depuis la crise sanitaire a été au maximum de garder les personnes. Ouais. Et enfin, ils ont quand même, pour ça, été massivement aidés par les finances publiques. Là, ouais. On n'est plus dans cette situation quand même. Ouais. Et donc, s'ils retrouvent les comportements habituels, anciens, effectivement, il risque d'y avoir une diminution des effectifs dans ces secteurs. Moi, je me souviens d'une interview passionnante qu'on avait faite, ça ne nous rajeunit pas, en 2008-2009, avec Alexandre Sobo, qui n'était pas encore patron de l'UIMM, mais qui était déjà à la tête d'Olot, qui est alors... ultra cyclique comme activité, c'est-à-dire en fait son activité de nacelle élévatrice est vraiment branchée sur ce qu'il y a de plus cyclique dans l'économie. Et lui expliquait qu'en fait il y avait un mindset qui était hérité de son père dans l'ensemble de ces entreprises-là, de savoir faire le gros dos et surtout de garder les compétences. Donc c'est intéressant. Ça dépend aussi de la situation elles sont financière très, très des entreprises. C'est ça, il a fallu... Et là elle n'est pas mauvaise la situation financière, c'est pour ça que je te dis ça, Bertrand. Je ne sais pas comment elle est, mais enfin... Globalement, les trésoreries sont belles encore aujourd'hui, quoi. Oui, mais la remontée des taux d'intérêt commence véritablement à mordre sur la situation financière des entreprises. On n'est plus dans la situation de taux d'intérêt réel négatif. La crise énergétique a mangé de la trésorerie. Et oui, et dans le bâtiment, voilà. Donc on n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2019. Les entreprises sont davantage endettées, les taux d'intérêt sont plus élevés. On parle beaucoup de l'endettement de l'État, mais on ne parle pas assez de l'endettement du secteur privé, notamment en France. Et je ne parle pas de fonds propres, je parle bien d'endettement. Oui, tout à fait. Et donc on a une situation qui est quand même plus fragile qu'en 2019. Donc cause conjoncturelle avancée pour cette baisse de productivité, si ça devait être conjoncturel. Donc l'apprentissage quand même, 850 000 contrats, voilà, ça double. Ça explique un petit tiers des créations d'emplois depuis 2019. Et c'est beaucoup. Une baisse de productivité aussi quand même. Et une baisse de productivité. Baisse de productivité avec ça. Même si on corrige de l'effet alternance. Entreprises zombies qui sont encore là, soutenues par le PGE, donc faible productivité aussi de ces entreprises zombies. Et puis la question des arrêts de travail. Et puis tu as aussi une forme comment dirais-je, de mise en lumière de certains emplois qui sont désormais, qui ont été reconnus et affiliés correctement aux régimes sociaux. C'est-à-dire parce que tout ce qui est entreprise, dans le fond, nouvelle, entrepreneur, etc., et plateforme, etc., l'effet, l'impact a été que, d'une certaine façon, il y a eu des emplois qui ont fini par être davantage reconnus comme emplois. D'accord. Et qui ne sont pas productifs au même titre qu'un CDI dans une entreprise. D'accord. Et ça se traduit aussi par des effets de bord de cette nature. Tiens, on y va tout de suite là-dessus, Emmanuel. Après, on reviendra sur la souffrance au travail. Mais effectivement, alors c'est un des sujets dont on a largement parlé pendant plusieurs années. Donc, freelancing, ubérisation, l'Europe qui parvient à un accord sur un projet de loi européenne qui vise à requalifier les travailleurs des plateformes en employés à part entière. Cela pourrait concerner donc 4 millions de travailleurs indépendants dans l'Union. Plus de 500 plateformes quand même, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Uber dans la vie, quoi. Il y a énormément en fait, de plateformes de freelancing ultra sectorisées. Donc plus de 500 plateformes. Ce que je comprends, mais alors je t'écoute Emmanuel, c'est qu'en fait on veut inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, il faut faire la preuve de sa subordination,
Absolument. Désormais, enfin il y a encore un cheminement, oui, hein, voilà. il faudra faire la preuve de son indépendance. En quelque sorte. En quelque sorte. En réalité, donc, ce projet de directive entame encore sa promenade de trilogue. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore... le processus n'est pas complètement achevé. Et au contraire, il y a une sorte de socle sur lequel on a réussi à se mettre d'accord. Maintenant, il continue son chemin et ce n'est pas applicable où la directive ne sortira pas. Échéance fin 2025, hein, j'ai lu a priori, c'est sec fin 2025. Ce délai, en supposant que tout le monde aboutisse à cette directive-là. L'enjeu de celle-ci consiste à poser une présomption de salariat. Donc, c'est une présomption de salariat qui, en fonction de 5 critères, 5 critères seraient-ils remplis, que cette plateforme serait réputée recourir à des salariés. Voilà l'idée. Donc, c'est un retournement du principe, en quelque sorte, puisqu'on poserait des conditions abstraites pour dire si ces conditions abstraites sont remplies, genre je fixe le prix, je regarde comment le travailleur travaille, en quelque sorte, eh bien, si elles sont remplies, alors cette plateforme sera réputée recourir à des salariés. Pour sortir de là, si je puis dire, l'entreprise en question, c'est plutôt l'entreprise, en quelque sorte, devra faire la démonstration qu'elle ne remplit pas les 5 conditions, qu'elle ne subit pas, en quelque sorte, cette présomption. Ça ne va pas être facile à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que, je parle du droit français, hein, le droit européen, je n'irai pas là-dessus, mais chez nous, notre système juridique est adossé à la présomption inverse. Et donc, le principe, c'est qu'en effet, une personne peut dire non, en réalité, je suis un salarié, en réalité. Changer la perspective partiellement et pour certaines activités va mettre un peu de flou en ligne en quelque sorte, et donc il faut voir comment ça pourrait être traduit en pratique dans notre dispositif où pendant ce temps-là la France a choisi une voie médiane ou une voie, j'allais dire un chemin de crête où elle a décidé, s'agissant de ces plateformes, parce que les 500 dont tu parles, c'est essentiellement la mobilité pour chez nous. Enfin, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Oui, absolument, donc, absolument. Voilà. Et donc, ces plateformes de mobilité, c'est précisément le secteur qu'on a décidé de réglementer au millimètre, en quelque sorte, en créant des dispositifs d'élection, de négociation collective, l'ARPA, etc. Donc, on a créé un dispositif qui a pour objet de fonctionner en prenant le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Donc voilà où on se situe et on verra. Ce qui explique que la France, parce que la France n'est pas très, elle n'est pas très allant, c'est ce que je disais. Voilà, elle n'est pas très allant sur le truc. On a mis un temps infini depuis 2019. En 2022, on a produit pas moins de 2 ou 3 ordonnances sur la question très précise dont je parle, c'est-à-dire les plateformes de mobilité, donc pas les plateformes, mais les plateformes de mobilité pour organiser précisément les scrutins, bon, donc. Forcément, nous, on se trouve face à un château de cartes, enfin un château, et auquel on vient dire, bon, en fait, c'est pas comme ça qu'on va faire. Parce que qui peut le plus, peut le moins, en d'autres termes, si ce sont des salariés, à quoi bon, en fait ? Donc c'est normal que la France ait fait connaître sa position, qui est de dire, laissez-nous une chance. Enfin, dans notre cas de figure, nous essayons de bâtir un dispositif qui, dans le fond, a l'air d'être... en quelque sorte, l'expression d'une voie médiane. Donc on en est là. Sachant ça, que c'est pour l'Europe. Hein, oui, tout à fait. Sachant que l'économiste David Ménassé, par exemple, qui travaille beaucoup sur ces questions, c'est lui qui avait écrit ce bouquin qui s'appelle La France du bon coin, travaille beaucoup sur les revenus de débrouillardise et tout. Je le brocarde parfois en lui disant merci de continuer à chroniquer la tiers-mondisation de notre pays. Tu vois, il y a quelque chose comme ça quand même, qu'on le veuille ou non. Et donc, le gars très très sérieux atteste qu'une majorité de ces entrepreneurs des plateformes, travailleurs des plateformes, veulent rester indépendants. Oui. Et n'ont aucune envie de rejoindre le salariat. Et ceci est attesté. Réponse à cette observation, c'est pas parce qu'on pense une chose pareille qu'il ne faut pas être remis dans le droit chemin. Absolument, c'est la servitude volontaire. Oui, mais de nos jours, on parle du ressenti. On va y venir au sujet du ressenti. Dans ce ressenti-là, ne pas vouloir écouter la parole de ces gens, et qui est véritablement établi, enfin vraiment, il y a de la documentation qui l'établit. Sur le thème, ils ont tort. C'est quand même un secteur, je note, pour lequel on considère que qu'on n'accepterait pas le ressenti. C'est la raison aussi pour laquelle, en vrai, cas un cas, et notamment au travers de décisions judiciaires, on n'a pas ce bel ensemble, ce parfait ensemble pour lequel on verrait que, évidemment, tout travailleur de plateforme est un salarié qui se perd. C'est pas vrai. La réalité est beaucoup plus bigarrée. Et d'ailleurs, ça permet, me semble-t-il, de faire le lien avec le véritable emploi, c'est-à-dire le sort des salariés.
Parce que là aussi... Mais je vais demander son avis à Bertrand d'abord sur les travailleurs des plateformes. Comment est-ce que tu vois le truc, Je Bertrand? partage ce que disait Emmanuel. Le droit français a trouvé une solution assez équilibrée. Et c'est un peu dommage, effectivement, que Bruxelles arrive avec ses gros sabots pour effectivement introduire cette présomption. Présomption de salariat, Voilà. et non plus Je pense d'indépendance. Voilà, on avait trouvé quelque chose d'intéressant et voilà, ce serait bien qu'on maintienne cette possibilité. Bon, eh ben on va aller sur le malaise ou la souffrance au travail dans un instant, après qu'on aura marqué une courte pause.